Bienvenue sur le podcast Flamboyante, le podcast des femmes qui entreprennent. Je suis Sabine Reynard, révélatrice de marques et d'êtres. J'œuvre dans les univers de la stratégie, de la vision de marque et de la communication depuis plus de 23 ans. Je suis fan de projets entrepreneuriaux, de créativité, d'innovation et j'ai à cœur aujourd'hui de mettre en lumière des parcours entrepreneuriaux de femmes qui m'inspirent, de femmes remarquables, de femmes qui savent sortir des sentiers battus pour nous montrer des chemins de traverse totalement inattendus. Dans ce podcast, vous entendrez des épisodes très variés, avec des parcours entrepreneuriaux très riches, des parcours partagés en mode thérapie entrepreneuriale. J'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas à liker, commenter, partager sur Instagram, sur LinkedIn et ailleurs. Je vous souhaite une bonne écoute. Vous êtes à un moment phare de votre carrière. Nouvelle stratégie, c'est une question de vie ou de mort. Ah, carrément. Le mot patronne, pour moi, c'est un mot très fort. Ah non, mais nous les femmes, c'est pas pareil. Ah bon? Combien il te faut pour commencer? Et une fois qu'on est là, on est des patronnes et on s'entraide. Coucher double sur la com. On était tous à fond. Et je pense que tout ça est aussi lié à mon syndrome de l'imposteur. Ouvrir une boîte, et pourquoi pas? Aujourd'hui, j'accueille une entrepreneuse qui n'a pas froid aux yeux et qui avance en mode étoile filante. À peine 30 ans, Audrey Brulon a déjà eu le temps d'être salariée en alternance, de fonder une entreprise avec son amoureux Jason à peine sorti de l'école, d'innover dans son domaine d'activité, d'embaucher des salariés avec un vrai engagement social, de créer un podcast nommé Génération Comptable, de parfaire son engagement associatif en venant tout juste d'être élue présidente de la Jeune Chambre économique de Nantes Métropole Sud-Loire. Bref, elle a des idées, elle a de l'énergie, elle est déterminée et elle fonce. Audrey est cofondatrice de l'Amaconta, plateforme de recrutement 100% dédiée aux cabinets d'expertise comptable. Autrement dit, c'est une nouvelle génération de cabinets de recrutement spécialisés entre le site de rencontre et Welcome to the Jungle. Je suis très heureuse d'accueillir Audrey sur le podcast Flamboyante. Elle a beaucoup à nous raconter sur les choix audacieux, voire radicaux qu'elle a fait, l'aventure entrepreneuriale qu'elle partage avec son futur mari et ses ambitions personnelles. Bienvenue Audrey. Pour commencer, est-ce que tu peux nous partager ton humeur du jour ? Bonjour Sabine, merci beaucoup de m'avoir invitée à ton micro. Écoute, je suis en super forme, moi, très bonne humeur. J'ai envie de dire soleil, comme on dit quand on fait la météo en début de réunion. Bon, génial, merci à toi. Et toi ? Moi aussi, soleil, et en plus on a du soleil, donc c'est une journée lumineuse, comme ce podcast. Est-ce que tu peux te présenter comme tu le souhaites ? Avec plaisir, donc je suis Audrey Brulon, c'est vrai que j'ai tendance à dire cofondatrice de l'Amaconta, donc site d'emploi, comme tu l'as dit, 100% dédié au cabinet d'expertise comptable. Et j'ai aussi quelques autres casquettes, notamment cette année présidente de la Jeune Chambre économique de Nantes Métropole Sud-Loire, et également administratrice à la cantine French Tech Nantes. Je ne sais pas si tu connais, mais j'ai aussi la chance de faire partie de ce réseau-là et j'en suis très heureuse. Et je suis également fiancée à Jason Foisson, qui est également mon associé, donc associé dans la vie et dans le pro, mais je pense que ça, on va en parler pendant le podcast. Exactement. Est-ce que tu peux nous dire ce qu'entreprendre t'a appris à aujourd'hui ? Entreprendre, ce que ça m'a appris beaucoup de choses. Ça m'a appris qu'il faut parfois se lancer, même si c'est pas forcément une évidence. Moi, à la base, j'avais pas forcément pour rêve de devenir entrepreneur. C'est venu un peu naturellement. Et je pense que ce que ça m'a appris, c'est que l'entrepreneuriat, c'est une aventure humaine avant tout. Moi, je crois pas qu'on puisse se construire tout seul. Je pense qu'on se construit avec les autres, par les autres aussi. Et c'est peut-être ça que ça m'a appris, c'est que les autres sont toujours là pour nous aider, pour nous emmener plus loin, et qu'il ne faut pas hésiter à compter sur eux et à partager. Ok, je pense qu'on va y revenir aussi. Est-ce que tu peux nous décrire les grandes lignes de ton aventure professionnelle et entrepreneuriale, même si elle a été beaucoup entrepreneuriale, plus que, je pense, salariée, et comment la rencontre avec ton futur mari a influencé ou rendu évident la fondation et le lancement dans l'entrepreneuriat ? J'imagine aussi qu'il y a des défis, des envies, des difficultés, des ressentis, des choix. Alors, tu m'en avais parlé quand on s'est fait un petit point avant l'enregistrement, tu m'avais même parlé de sacrifices que vous avez mis en place pour entreprendre. Alors, ça fait beaucoup de questions dans une question, mais vas-y, raconte-nous en fait l'histoire.
OK, donc je vais revenir un peu rapidement sur mon parcours parce qu'effectivement, je suis retombée très vite dans l'entrepreneuriat. Donc j'ai fait, un BTS assistant manager et quand j'ai fait ce BTS, j'avais 18 ans, donc je voulais, partir de chez mes parents, avoir un appartement à Nantes. Donc je me suis dit: «L'alternance, c'était vraiment la voie royale pour, et travailler et faire des études». C'est comme ça que j'ai rejoint le CSTB, le Centre scientifique et technique du bâtiment, à Nantes, donc dans un monde plutôt scientifique sur la partie, assistant manager. L'entreprise m'a bien plu, j'ai beaucoup aimé, être dans cette entreprise, mais j'avais envie de travailler plutôt sur des aspects marketing, communication, voire commerciaux et c'est pour ça que je me suis tournée vers des études, plutôt en école de commerce à l'IDRAC Business School, de Nantes et j'ai continué quand même en alternance, au CSTB donc chaque année en changeant un petit peu de poste jusqu'au master stratégie de marque et innovation. Durant ce master, c'est vrai que sur la partie innovation, on avait beaucoup de cours sur l'entrepreneuriat. Je trouvais ça passionnant. On avait eu l'occasion de visiter la cantine numérique justement, parce que ça s'appelait comme ça à l'époque. Et on commençait à faire aussi des projets fictifs d'entrepreneuriat. Et c'est là que je me suis pris de goût pour ça, en ayant envie de développer pour de vrai un projet qui était un projet d'études en fait au départ. Et c'est pour ça que je me suis lancée dès la fin de mes études après l'alternance dans l'entrepreneuriat. Donc ça répond à une première partie de ta question Exactement. sur cette partie parcours et c'est vrai que je vais revenir aussi quand tu parlais de sacrifice. C'est vrai que quand on se lance dans l'entrepreneuriat, qu'on est jeune diplômé, on a un peu rien à perdre. Moi, ça faisait quand même, 5 ans que j'étais partie de chez mes parents puisque comme je te disais, l'alternance, c'était aussi le moyen pour moi d'avoir mon appartement, mon indépendance financière et rapidement, en me lançant en entrepreneuriat, j'ai pu avoir, plusieurs mentors dont, Antoine Scholl qui est le cofondateur de Shopopop, qui est une start-up assez connue à Nantes et que j'ai eu, la chance de rencontrer dès le début de mon parcours et avec Jason, on est allé le voir parce que Jason rapidement m'a rejoint aussi dans le projet, même s'il n'y était pas au début à 100 et quand on est allé le voir, un samedi, parce que forcément, entrepreneur, il travaillait le samedi, bon, on va le voir, le samedi à son bureau et on lui raconte notre projet et il nous dit: «Bon, c'est bien gentil votre projet, mais toi Audrey, tu pas sûre de vouloir vraiment, être à 100 dessus. Toi Jason, tu pas à 100 dessus. Vous avez votre appartement, vous avez des dépenses et cetera. Si vous voulez vous lancer entrepreneuriat, là, vous avez rien à perdre et vous devriez vous lancer à fond et pour se lancer à fond, bah, moi je vous conseille de retourner vivre chez vos parents pour économiser pour votre projet». Alors, là, quand il me dit ça, je me dis: «Mais» bah, déjà je me dis: «Non». Parce que je suis un peu têtue en plus, donc je me dis: «Bah, certainement pas. Qu'est-ce que c'est que ce conseil nul? Moi, ça fait 5 ans que je suis partie de chez mes parents. Avec Jason, on vit ensemble. Ça faisait déjà quand même 5 ans qu'on était ensemble. On se dit: "On va quand même pas retourner vivre chez nos parents"» et finalement, en discutant, on a trouvé c'était pas un conseil si terrible et que dans notre situation, on avait la possibilité de retourner vivre donc chez mes parents, pour le coup, à Saint-Sébastien-sur-Loire et finalement, on l'a fait. Donc c'était un peu un sacrifice pour moi de quitter notre appartement, quand même de 60 mètres carrés, donc on commençait à avoir une vie sympa, dans le centre-ville de Nantes pour retourner, chez mes parents, même si, évidemment je les adore et ça s'est super bien passé. Ça paraissait être un peu un retour en arrière. Mais en fait, ce qu'on a économisé en faisant ça, on a pu l'investir justement en ayant un bureau à la cantine et ça, c'était vraiment hyper précieux parce que d'être dans l'écosystème, d'avoir un bureau pour aller, travailler chaque jour sur son projet, être à 100 dessus, en fait, c'est ça qui nous a permis, je pense, d'en être là aujourd'hui et de se développer et de se créer un tel réseau. Waouh! Ouais, ouais. J'ai été très surprise quand tu m'as parlé de ce conseil, moi aussi. Je me suis dit: «Mais waouh, c'est qui ce mentor?» Et surprise aussi que vous l'ayez suivi. Mais je comprends mieux, les enjeux et je comprends mieux finalement les bénéfices d'avoir suivi ce conseil. Bon, bravo à vous en tout cas pour l'avoir fait. Antoine, si tu nous entends. Alors comment vous avez eu, l'idée de cette application? Surtout on va dire, comment vous avez osé rafraîchir un domaine d'activité qui pour moi, hein, la compta, les experts comptables me semblent très institutionnels, très structurés et un peu poussiéreux, je dois le dire. Bon, tu n'es pas la seule à penser ça, hein, donc je vais pas t'en vouloir. Mais au contraire, en creusant dans ce milieu-là, je me suis rendu compte que c'était vraiment pas le cas et alors comment j'ai découvert ce domaine-là? C'est par Jason qui lui était auditeur financier chez Deloitte, donc il connaissait bien le secteur. Il a fait des études aussi, dans le secteur de la finance comptabilité, passionné de ce sujet-là et donc j'ai pu voir ça de très près. Moi avec mon œil plutôt de marketeuse et en me disant en effet,
Il y a des choses à faire sur ce domaine-là et en même temps, encore une fois, on en revient à notre mentor, c'est vraiment, Antoine qui nous a aidés à se spécialiser dans ce domaine. Parce que moi, j'ai toujours été passionnée par les sujets de management, de nouvelles, organisations, de recrutement. Comment faire pour que les gens, en fait, se sentent bien dans leur vie, professionnelle et c'est vraiment là-dessus que je voulais entreprendre. Au début sur un projet qui était un peu plus large et comme je crois beaucoup aussi, au fait d'être sur une niche et de vraiment travailler sur cette niche-là, on avait envie de se spécialiser. Antoine nous a dit: «Bah, c'est vrai que Jason, tu connais bien le secteur, de la comptabilité. Est-ce qu'il y a pas des sujets de recrutement, d'attractivité dans ce domaine-là?» Alors évidemment, il avait tout à fait raison et on s'est dit: «Mais oui, bien sûr, c'est vers là qu'il faut aller» et c'était pendant d'ailleurs, l'incubateur Maya Mater qu'on a pu faire, en 2019 et c'est à ce moment-là qu'on a lancé, Lamaconta. Donc on s'est vraiment spécialisé sur ce sujet de l'expertise comptable après avoir, interviewé quand même, une dizaine de cabinets d'expertise comptable et plusieurs dizaines aussi de candidats pour voir sur quel sujet on pouvait vraiment intervenir et où on pouvait faire la différence. Et alors pourquoi la Maconta? Et quelle est vraiment la valeur que vous apportez aux uns et aux autres, côté candidat, côté cabinet? Alors pourquoi Lamaconta si tu parles du nom? Mmh. C'est parce que, sur ce nom-là, moi je crois beaucoup au fait d'avoir une mascotte qui représente l'entreprise et donc le lama, c'est vrai que ça allait bien, mais ça aurait pu être un autre animal. On a choisi le lama parce que c'est un animal qui est victime de préjugés, comme la comptabilité et en même temps, c'est un animal qui est tellement adorable, ça se dit bien et Lamaconta, c'est vrai que c'était pas mal en termes de référencement parce que, Lamaconta, c'est assez facile à écrire, c'est facile à retenir. Les gens, nous retiennent comme les lamas donc c'est vrai que ça avait beaucoup de sens, pour nous, sur le côté stratégie de marque. Après, comment on se différencie? Nous, on a vraiment envie de travailler, de participer à la construction d'un futur durable pour la profession. On veut que le futur du travail, ce soit un futur où, le travail, c'est pas une fin, c'est un moyen de s'accomplir. Ça, c'est vraiment ce qui nous motive au quotidien et ce qui fait notre différenciation, nous, dans le monde de l'emploi, bah, c'est qu'on connaît très, très bien le secteur, on s'est, spécialisés. Mis à part, je pense, le site de l'Ordre des experts comptables, on est, le seul site qui est vraiment dédié qu'aux cabinets d'expertise comptable. C'est-à-dire qu'il y a pas d'entreprise, il y a pas, de cabinet de recrutement sur Lamaconta. Donc les candidats, quand ils viennent sur Lamaconta, ils savent qu'ils vont trouver des cabinets d'expertise comptable. Nous, notre objectif, c'est de mettre en visibilité ce qu'ils font à travers donc des pages employeurs que tu as pu, sans doute découvrir avec des photos, des vidéos parfois et la présentation, vraiment en détail de l'entreprise. Et alors ce qu'on va avoir comme différence, par exemple tu parlais de Welcome to the Jungle, mais il y en a d'autres, We Love Dev ou d'autres sites qui sont peut-être un peu plus, côté technique avec la stack technique. Bah, nous, on va avoir la stack comptable. C'est quoi les outils comptables que tu utilises au quotidien quand tu travailles dans ce cabinet? Si tu passes, ton diplôme d'expertise comptable, est-ce que ce cabinet-là, il va t'accompagner? Mais on a aussi des badges, un peu plus, larges comme le télétravail ou la partie, semaine de 4 jours. Moi, j'aime beaucoup, aussi, ce concept-là. En tout cas, on accompagne le candidat vraiment à trouver le cabinet qui, lui correspond et dans lequel il va s'épanouir, parce que c'est bénéfique pour le candidat et pour l'employeur évidemment, aussi. Donc, les employeurs, on les accompagne après, au quotidien, tout au long de l'année pour les aider à dévoiler leur, ce qu'on appelle leur capital employeur. Alors, vous fonctionnez comment en termes de format, de formule, côté candidat et côté, cabinet de recrutement? On a plusieurs, offres, mais, l'offre principale, c'est vraiment l'abonnement à l'année pour que le cabinet, il soit mis en visibilité tout au long de l'année, qu'il puisse mettre en avant ses offres d'emploi, ses opportunités, et sa page employeur. Après, il a tout un outil aussi de gestion qui lui permet vraiment de professionnaliser, tous ses recrutements. Il faut savoir qu'il y a quand même plus de 90 des cabinets qui sont moins de 10 personnes. Donc on n'a pas toujours, quelqu'un en RH, quelqu'un qui a vraiment une formation professionnelle sur le sujet et donc nous, on essaie de leur apporter aussi tous ces outils qui leur permettent, de professionnaliser leur recrutement, de les suivre de A à Z facilement, de répondre très rapidement. Mais on s'intègre aussi avec, des ATS, parce qu'on travaille avec des gros cabinets aussi, qui vont avoir leurs propres outils, donc on s'intègre à leurs outils également. Donc c'est vrai qu'on va adapter l'accompagnement en fonction, de la taille du cabinet et ça se présente sous une offre, d'abonnement, annuel.
Alors j'aimerais maintenant que tu nous parles du travail en couple, parce que je Oui. t'avoue qu'au départ, je me suis dit: «Alors, est-ce que je l'interviewe ou pas? Est-ce qu'elle a sa place, dans le podcast Flamboyante?» parce elle est pas solo ou en tout cas, elle est pas en équipe, de femmes, puisque moi je mets vraiment à l'honneur, des flamboyantes. Alors est-ce que c'est un challenge, une prise de tête? Est-ce que c'est de l'épanouissement, du dépassement de soi à travers aussi, la connexion à l'autre? Comment vous vous répartissez vos missions et est-ce que, c'est fluide en termes d'organisation et pour trouver sa place, comment ça se passe entre vous? Oui, c'est toujours la question hyper intéressante. Pour moi, travailler en couple, c'est vraiment, génial. En fait, j'imaginerais même pas, le faire autrement pour moi, parce que comme je suis très passionnée, je suis très investie, dans mon entreprise, dans mon projet. Bah, j'avais déjà dit dès le départ à Jason, je lui avais dit: «Franchement, si tu n'es pas dans ce projet, j'ai l'impression qu'on va vraiment être en décalage, quoi». Et donc moi, c'est un peu l'inverse de ce qu'on pourrait penser. C'était au contraire, je trouvais que c'était vital de travailler ensemble. Nous, avec Jason, on a fêté nos 10 ans là en janvier. Donc 5 ans d'entrepreneuriat ensemble, puisqu'on va fêter aussi cette semaine les 5 ans de la Maconta, qui Génial. sont le 14 février. Donc tu vois, c'est vraiment Waouh! une histoire d'amour entrepreneuriale aussi. Je pense que ce qui fait la réussite, nous, de notre duo, c'est qu'on est déjà très différents de base. On a des domaines de prédilection différents. Par exemple, moi, je suis beaucoup plus sur la partie marketing, communication. Tu vois, là, le podcast, c'est plutôt moi qui vais le faire. Jason, lui, il est pas trop, il aime pas trop, passer dans les podcasts ou, être mis en visibilité. Enfin, c'est pas que j'aime ça plus que ça, mais en tout cas, lui, il préfère, au contraire, être plutôt, dans l'ombre, travailler sur tout ce qui est SEO, produits, travailler sur, tout ce qui est, finance administrative, ce que moi, bon, c'est pas trop mon truc. Donc c'est vrai qu'on a nos domaines de prédilection, on se fait confiance l'un l'autre sur ces domaines-là. En fait, on se marche pas trop dessus et puis on a très rapidement, réparti en fait, tous les 2 la charge de travail et les rôles. Ça s'est fait assez naturellement. On a eu plein de difficultés en 5 ans d'entreprise forcément, en plus on est une entreprise autofinancée donc voilà, c'est vraiment, des choix, chaque jour et je pense on s'est très rarement, fâchés ou même j'ai pas forcément souvenir de ça parce qu'on arrive toujours à discuter assez calmement. Donc c'est peut-être lié aussi à notre tempérament et à notre différence, qui fait que ça marche bien. Donc on est hyper complémentaires. Mais c'est vrai que dès le début, les différents conseils qu'on a pu avoir autour de nous, nous ont dit: «Ouh là là, faites un pacte d'associés, ça va être compliqué de travailler en couple». Mais finalement, quand je regarde même dans le monde de l'expertise comptable, il y a tellement de gens qui travaillent en couple et ça a l'air de bien fonctionner pour eux. En tout cas, nous, ça fonctionne, super bien. Oh génial, bon bah bravo et vous avez fait évoluer votre modèle depuis le début? Enfin j'imagine peut-être que vous avez tâtonné sur la création de ce duo professionnel et que peut-être qu'il a évolué en 5 ans? Est-ce que notre duo a évolué en 5 ans? Je pense qu'on a évidemment évolué tous les 2, ça c'est sûr. Mais du coup, on a évolué, plutôt Ensemble? ensemble, du fait qu'on a eu aussi les mêmes conseils, on a fait les mêmes programmes d'incubation ensemble, donc je pense on a grandi ensemble. Peut-être qu'on se rejoint un petit peu plus maintenant sur le produit, alors que c'était plutôt mon domaine avant. Maintenant, Jason, il prend, beaucoup de plaisir. Mais alors pareil, on a toujours, des aspects différents du produit. Moi, je vais plutôt travailler sur la partie, design, peut-être expérience et Jason plutôt sur la partie toujours, technique. Mais c'est vrai qu'on s'éclate bien à travailler, ensemble sur ces sujets et peut-être que ce qui a évolué aussi, c'est que je suis de plus en plus, investie dans l'associatif. Ce qui fait on n'est pas non plus l'un sur l'autre tous les jours, H24. Là, en tant que présidente, de la JCE, c'est vrai que, j'ai aussi un quotidien où il y a beaucoup de réunions, il y a beaucoup de rendez-vous externes. Donc on ça lui peut-être que ça lui laisse aussi sa liberté, lui de son côté qui est beaucoup plus indépendant et moi j'aime toujours être avec des gens donc c'est vrai que c'est un plaisir d'avoir aussi en plus, cette partie associative. Mais c'est ce que j'observais, je me disais, ce qui me semble chouette, c'est que chacun peut aussi, s'engager sur des projets personnels et sur un engagement, citoyen ou associatif personnel et toi, j'ai l'impression que là, tu as mis les bouchées doubles en 2024-2025 et que tu es plus que jamais très engagé, sur d'autres projets que la Maconta qui viennent nourrir aussi de toute façon, j'imagine, ton engagement, la Maconta.
C'est vrai. Moi, je crois que, c'est pas parce qu'on est, entrepreneur ou chef d'entreprise qu'on n'a pas le temps, de s'investir pour sa cité, pour son environnement local et c'est vrai que la Jeune Chambre économique, c'est formidable pour ça parce que c'est vraiment un incubateur de leaders citoyens. En gros, pour ceux qui savent pas, la Jeune Chambre économique, elle forme les jeunes, donc de 18 à 40 ans, au leadership à travers, 3 piliers qui sont la prise de responsabilité. On change par exemple tous les ans de bureau, au niveau local, national, international. Donc ça, c'est formidable aussi pour s'essayer à la prise de responsabilité, sachant qu'en plus, être, responsable dans le milieu associatif, c'est un peu différent, de l'entreprise. On a également un catalogue de 70 formations au niveau national qui nous permettent d'avoir des formations sur la prise de parole en public, sur le management, sur la gestion de projet. Donc c'est hyper nourrissant aussi, pour, le côté, entreprise évidemment. Et enfin, on fait des actions, à impact positif sur le territoire. Donc nous, Jeune Chambre économique de Nantes Métropole Sud-Loire, on est surtout sur les métropoles, en dessous de la Loire et on va être amené à faire, un certain nombre d'actions chaque année. Moi, cette année, je suis dans une commission sur, comment, encourager les citoyens à s'impliquer dans la démocratie. Donc, tu vois, c'est hyper enrichissant au quotidien de travailler sur ces sujets-là. On avait notre réunion, hier soir et c'est vrai que je pense que c'est important de s'investir, de s'impliquer pour, de s'engager dans l'associatif, peu importe, on en a tellement besoin. Donc moi, je suis très fière, de m'engager aussi. Et là, tu es partie pour un mandat de 6 mois, 1 an? De 1 an. 1 an. Voilà, exactement. Tous les ans, on change de bureau. Alors Mmh. souvent, on le prépare un petit peu à l'avance. La candidature, elle se fait 6 mois avant, où on commence vraiment à constituer une équipe. C'est vrai qu'on est une association qui est assez structurée, en fait, et qui nous permet aussi de bien se préparer à l'avance. Parce qu'1 an, ça passe vite, et on doit surtout travailler pour l'année suivante, pour que ce qu'on met en place, ça puisse rester, ça puisse servir les années futures. OK. Alors, on l'a déjà compris, je crois, à travers, les premières minutes de notre échange, l'humain est au cœur de tes valeurs, hein, et tu as besoin d'être entouré d'humains. Comment tu as réussi à mettre, au centre de votre entreprise, la semaine de 4 jours, l'équilibre, vie pro, vie perso ou même on avait parlé d'humilité ensemble. Voilà, explique-nous, comment tu arrives à diffuser tes valeurs personnelles et puis les valeurs que tu partages avec, Jason, au centre de votre entreprise? Alors c'est vrai que à la base, moi, je voulais être DRH parce qu'au début, je me disais: «La personne qui est DRH, c'est la personne qui va, prendre soin des équipes» et plus tard, je me suis rendu compte qu'en fait, la personne qui avait le plus de pouvoir, de prendre soin des équipes, c'était, le dirigeant. D'où le fait que ça m'a fortement intéressée de devenir dirigeante pour pouvoir justement, tester plein de choses et mettre en place des choses pour que, mon équipe se sente bien et puisse s'épanouir au sein de sa vie professionnelle puisque c'est ce qui me drive depuis toujours, la Maconta ou pas la Maconta. Donc moi, depuis le début qu'on a créé la Maconta, mon rêve, c'est, de, mettre en place un certain nombre de choses, notamment la semaine de 4 jours à laquelle je crois beaucoup. J'y crois beaucoup parce que, la semaine de 4 jours, ça permet aussi de favoriser l'engagement associatif. Parce que quand on a un jour en plus dans la semaine, on peut peut-être le donner à une association, et redonner à sa cité. Ou alors on va pouvoir aller faire ses courses dans, le commerce de proximité, plutôt que d'aller dans le grand, centre, en voiture parce que c'est plus simple et parce qu'on n'a pas trop le temps le samedi. Donc c'est aussi favoriser l'économie locale et c'est aussi favoriser le repos de manière générale, puisque avoir, 3 jours pour se reposer, je pense que ça amène aussi, à plus de réflexion, plus d'innovation et ça permet d'être totalement, focus sur les autres jours. Après je ne prétends pas dire que ça peut marcher pour tout le monde ou que c'est, la meilleure chose à faire pour toutes les entreprises. Mais nous, c'est vrai que ça fait, 1 an et demi qu'on l'a mis en place. Avant de la mettre en place, on avait vraiment réfléchi en équipe parce que moi, c'était ma conviction que c'était quelque chose à faire. Mais évidemment, je ne pouvais pas l'imposer à l'équipe et quand j'en ai discuté avec toute l'équipe, ils ont tous été d'accord pour tester le concept. Sur 4 jours, on avait pourtant des personnes qui avaient des enfants et on pouvait se poser la question de, est-ce qu'ils allaient pouvoir aller les chercher à l'école et cetera. Donc on a vraiment, testé tout ça pendant 6 mois, avec toutes les semaines des questionnaires pour voir si ça marchait bien, côté interne et côté externe, avec les clients, comment les clients réagissaient aussi. Et au final, ça s'est tellement bien passé qu'on a décidé de l'adopter et maintenant ça fait 1 an et demi qu'on est en semaine de 4 jours. Alors je dois avouer que
moi, je ne suis pas toujours en semaine de 4 jours. Voilà, je travaille un petit peu n'importe quand et je m'empêche pas non plus de travailler le week-end si j'en ai l'envie. Mais par contre, au niveau de l'équipe, eux sont en semaine de 4 jours et ils en sont ravis. Donc ça, c'est une chose qu'on a mise en place. Après, on a aussi, c'est vrai, le télétravail plutôt illimité. Dans notre convention, on a mis qu'il fallait être présent 4 jours par mois. Ah oui. Parce qu'on reste quand même une entreprise assez présentielle. On est basé à Guisto, donc dans le centre-ville de Nantes. On a nos bureaux, on aime bien se retrouver. Donc ça fait partie de notre culture. Et à un moment donné, j'avais fait une charte avec des obligations. Et en fait, je me suis dit, pourquoi est-ce qu'on mettrait des règles qui nous contraignent, alors qu'en fin de compte, si on fait en sorte que l'environnement de travail il soit sympa, peut-être que les équipes, elles vont venir naturellement sur place pour se voir plutôt que par obligation. Donc j'ai eu envie de tester ce truc-là aussi. Et c'est pour ça que dans notre charte de télétravail, j'ai mis on doit être présent 4 jours par mois, ce qui fait à peu près une fois par semaine. Et je me rends compte qu'en fait, le télétravail, on en a assez peu. On en a assez peu parce que les équipes se sentent bien dans les locaux, on a une cuisine, on est bien équipés et surtout les gens s'entendent bien. Donc en fait, ils ont envie de se retrouver tous les lundis matins. On a notre rendez-vous hebdomadaire avec une personne qui fait un gâteau. C'est c'est vraiment devenu une culture ouais, je suis très heureuse de voir que, enfin, je pense que quand on traite les gens comme des adultes, ils se comportent comme des adultes. Et si vraiment il y a une problématique avec une ou plusieurs personnes sur ce mode de fonctionnement, très libre, très autonome, en fait, c'est peut-être que cette personne-là, elle est pas à la bonne place chez nous. Et c'est un petit peu ce que dit le livre La règle, pas de règle de Netflix, que j'aime beaucoup. Où en fait, la règle, c'est il y a pas de règle. Et il y a pas de règle, ça veut dire que c'est du management au contexte. Si dans ce contexte-là, moi, en tant que salarié, je considère que c'est la meilleure chose à faire pour l'entreprise, alors j'ai sûrement raison. Voilà, donc j'aime bien évoluer avec cette idée-là et jusqu'à présent, ça nous réussit bien. Est-ce que tu peux nous rappeler de combien de salariés est composée votre entreprise? Nous, on est 5 en Oui. tout chez Lamaconta, donc avec 3 salariés, 2 dirigeants. OK, d'accord. Donc est-ce que tu penses que ce système, alors moi que j'adore, hein, je suis aussi comme toi, je sais que tu n'es pas encore maman, mais je trouve ça super de pouvoir déjà expérimenter une forme de, on va dire, de responsabilisation, à travers, des missions et à travers, juste la confiance tout simplement. Ce qui se produit également, quand on a une famille, enfin en tout cas c'est ce que je ressens moi. Est-ce que tu penses que ça peut fonctionner avec une équipe un peu plus étoffée ou est-ce que tu imagines, puisque moi c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, hein, la semaine de 4 jours. J'accompagne aussi des entreprises, des CSE de très grosses entreprises, et cetera, qui sont dans des discussions, à rallonge, infinies avec la direction, qui n'y croit pas, qui ne veut pas mettre en place, cette fameuse semaine de 4 jours et qui trouve toujours des arguments pour s'opposer, à l'expérimentation, à la simple expérimentation. Est-ce que tu penses que ça peut être applicable à une équipe qui est un petit peu plus dense, un peu plus étoffée et qui est composée de plus de personnalités qui peuvent être dissidentes ou qui peuvent abuser? Comment tu vois ça, toi? Parce que ce que je sens chez toi, là, au travers de notre discussion, alors je sais pas d'où ça vient, c'est cette grande humanité, cette envie, de faire confiance, d'avoir confiance en l'autre, de donner aussi carte blanche à l'autre et finalement de lui laisser l'opportunité de s'exprimer, de se révéler, de donner le meilleur de lui-même dans ce qu'il va pouvoir penser, créer, anticiper, concevoir. Moi j'adore, hein, je trouve ça génial et je ne pense pas que ce soit idéaliste. Et je vois aussi que dans votre entreprise, tu expérimentes en fait, hein, que il y a beaucoup d'expérimentation, que c'est une entreprise expérimentale où vous testez des choses et vous les testez avec beaucoup d'humilité justement. Comment tu vois ça si Lamaconta grandit? Est-ce que tu crois que c'est encore applicable? Est-ce que tu penses qu'il va falloir resserrer un peu les boulons? Comment tu vois ça? C'est Oui, alors évidemment, en travaillant avec des experts comptables, tu imagines bien que j'ai souvent, Ouais. ce genre de réponse. En plus, parfois, je fais des conférences sur la semaine de 4 jours. Je trouve ça très, très fun, d'échanger justement avec des personnes qui y croient pas du tout. Mmh. Et quand on vient à la semaine de 4 jours, avant ça, il faut déjà qu'on revienne sur le principe de la confiance et aussi Mmh. sur le principe de l'autonomisation. Parce qu'effectivement, une équipe qui n'a pas assez d'informations pour prendre les bonnes décisions, une équipe qui n'a pas la confiance de son manager, en fait, c'est sûr ça va pas réussir. Ouais. D'aller vers ce type de mise en place. Parce qu'il y a tout ce travail en amont à faire et
Par exemple, sur la partie, autonomie, en fait, ce qu'on va aller regarder, c'est pas le présentéisme, c'est pas est-ce que tu étais là de 8 heures à 20 heures et puis est-ce que tu as répondu à tes emails le week-end, parce qu'il y a certaines personnes qui s'attendent à ça. On va plutôt regarder est-ce que les résultats, ils sont là? Point. Parce que c'est les résultats qui comptent finalement pour l'entreprise. Donc la personne, qu'elle ait, travaillé de 8 heures à 10 heures, de 8 heures à 20 heures ou enfin qu'elle ait aménagé ses horaires, comme elle le souhaite pour aller chercher ses enfants, tout ça, ça ne change rien quand les résultats sont là. Donc moi, j'ai envie de dire, si les résultats sont là, peu importe en fait, comment on est arrivé à ce résultat-là, enfin, dans la limite bien sûr légale, évidemment, hein, on Oui. ne va pas revenir là-dessus, hein. Mais je pense que c'est ça aussi, la confiance, les horaires flexibles, le télétravail, la semaine de 4 jours. Quand les résultats sont là, déjà, il n'y a pas de... Enfin, pour moi, il n'y a pas de problème. Donc, c'est déjà de revenir sur moins de présentéisme, plus de culture résultat. Je pense que ça, c'est la première chose. Après, au-delà de ça, je pense que oui, certaines personnes peuvent ne pas respecter les autres, mais en même temps, ça se verra sur les résultats. Ça se verra sur les résultats. Et est-ce que vous avez vraiment envie d'avoir ce type de personnes dans votre entreprise aussi? C'est la question qui est posée dans la règle pas de règle qui m'avait vraiment fait réfléchir, où il disait, nous mettons en place des règles pour des gens que nous ne voulons pas dans notre entreprise. Et en faisant ça, nous faisons fuir les meilleurs éléments et nous faisons venir les pires éléments. Donc c'est ça aussi qui peut se passer. Après, évidemment, je pense que chaque personne a une place dans la société, va s'épanouir dans une entreprise, et peut-être que ce type d'entreprise, effectivement, ne s'adapte pas à tout le monde. Mais en tout cas, je pense que quand même, si on donne plus de transparence aussi dans les organisations, si on donne plus d'informations aux salariés pour prendre des décisions éclairées, forcément, ils vont prendre de meilleures décisions. Si on veut donner la possibilité à des équipes de gérer leur propre budget, il faut aussi leur donner toutes les contraintes qui sont liées à ce budget-là. Et en ayant toutes ces contraintes en tête, elles vont pouvoir prendre les meilleures décisions. Et ça, c'est un petit peu ce que j'ai appris aussi avec le modèle Opal dans le livre Reinventing Organizations, que j'aime énormément, de Frédéric Laloux, et que j'invite tout chef d'entreprise à lire, et même toute équipe à lire, parce qu'il parle justement de cette raison d'être évolutionnaire, et de la possibilité de travailler en équipe, en direct près des clients. Et finalement, c'est pas toujours au niveau de la pyramide en haut qu'on a les meilleures décisions, si on donne la possibilité à tous de s'investir et de s'impliquer. Est-ce que dans les années à venir, la Maconta va être finalement un centre de pédagogie? Enfin, en tout cas, parce que j'imagine que comme voilà, vos expérimentations transpirent et que tu fais des conférences, est-ce que ça va être aussi finalement une raison d'être qui va s'appliquer aux candidats, qui va s'appliquer aux cabinets que vous allez accompagner? Est-ce que vous allez avoir envie de transmettre et que ces valeurs et qu'elles figurent presque comme dans le droit du travail, comme une évidence dans les recrutements et dans les personnes que vous allez accompagner? Je sais pas si on va vers ça. Moi, je cherche pas forcément à devenir un organisme de formation. Après, c'est Ouais. vrai que je fais parfois des conférences ou des formations parce qu'on me sollicite sur le sujet, notamment pour les cabinets. Et j'essaye toujours de montrer des exemples de cabinets aussi qui ont mis en place tout ça. Parce que c'est vrai que tu me posais la question de si ça pouvait s'appliquer pour des plus grandes entreprises, même si ça pouvait s'appliquer pour nous. La question que je reçois, c'est est-ce que ça s'applique à un cabinet d'expertise comptable qui a une période fiscale, parce qu'on sait bien que c'est quand Oui. même un peu différent. Et donc, j'ai trouvé aussi des exemples. Sur la Maconta, on a 5 cabinets qui ont mis en place la semaine de 4 jours, certains sur toute l'année, d'autres pas forcément sur toute l'année, mais en tout cas, ils ont testé. Et j'ai l'exemple notamment d'un cabinet qui s'appelle Validex, qui se trouve à Albi. Et alors, eux, je trouve ça incroyable. Ils sont 10, et ça fait 10 ans qu'ils ont la semaine de 4 jours et 2 jours de télétravail par semaine. Et ça fonctionne super bien, les clients sont ravis. Enfin, j'ai fait toute une interview avec Monsieur Bruel, qui est l'expert comptable associé, et qui est vraiment précurseur sur ça. Et en fait, quand on discute avec lui, il y a pas vraiment de sujet, et on se rend compte que c'est tout à fait possible. C'est juste que parfois, on a tendance à se mettre nos propres limites. Donc oui, si on peut aider à dépasser les limites et à tester de nouvelles choses, à créer plus de confiance aussi entre dirigeants et salariés, parce que c'est ça aussi parfois le Oui. sujet, dans Oui. les deux sens. Je Oui. pense qu'il y a parfois une difficulté d'empathie entre les deux, et même dans notre société en général. Donc c'est aussi une réconciliation à faire forcément. Après, sur les plus grosses entreprises, évidemment, moi,
tant qu'on est 5 et puis on n'a pas tendance à vouloir être une énorme équipe non plus. Je ne sais pas si on pourra tester à grande échelle la semaine de 4 jours. Néanmoins, il y en a plein d'autres qui le font pour nous et d'ailleurs, je suis pas une précurseur de la semaine de 4 jours. Il y a vraiment beaucoup d'entreprises qui l'ont mise en place. Après, c'est juste qu'il faut se poser la question de comment on la met en place, juridiquement aussi, parce qu'il y a plein de façons de faire. Semaine de 4 jours ne veut pas dire réduction du temps de travail, pas forcément. Donc c'est tout de suite, quand tu disais de resserrer les boulons, ou je sais plus trop Oui. comment tu as dit ça, en fait, on se rend compte que parfois, la semaine de 4 jours, il y a certains, ils peuvent faire 10 heures par jour. Oui. Finalement, ça dépend aussi de l'entreprise, de ce qu'elle met en place. Et c'est pas forcément, on peut croire que c'est le monde des bisounours, mais en fait, pas spécialement, c'est juste une organisation différente. Ouais, tout à fait. Bon, merci en tout cas d'avoir pris le temps d'explorer ce sujet. Est-ce que tu peux maintenant nous parler de ton engagement pour la profession et notamment à travers la création du podcast Génération Comptable? Parce que j'ai trouvé ça aussi un peu insolite. Est-ce que tu peux nous dire quelle est la ligne éditoriale de ce podcast, ce que vous mettez dans ce podcast et à qui il est destiné? Oui, ce podcast Génération Comptable, on a eu envie de le lancer assez tôt quand on a créé la Maconta parce que dans notre objectif de créer des emplois durables pour la profession, c'est aussi de travailler sur l'attractivité, de donner envie à des jeunes de s'engager dans cette profession. Parce que tu parlais de l'image poussiéreuse des experts comptables. Pourtant, l'expert comptable, c'est quand même le meilleur ami du chef d'entreprise. C'est vraiment la personne qui va être au quotidien à ses côtés, qui va répondre à ses questions, qui va l'accompagner stratégiquement. En tout cas, quand on échange avec les chefs d'entreprise, on se rend compte que c'est vraiment ce rôle que leur expert comptable peut avoir auprès d'eux. Et c'est vrai que pour le commun des mortels, un expert comptable, finalement, il est derrière son ordinateur, caché dans son bureau, et il parle à personne. Et le problème, c'est que les plus jeunes ont aussi cette image-là. Et donc, finalement, on ne va pas toujours attirer les bonnes personnes dans la profession, puisqu'on a besoin de personnes qui sont à l'aise, qui ont envie d'échanger avec des clients, qui ont envie de les accompagner. C'est ce type de personnes-là qu'il faut qu'on arrive à avoir dans cette profession, parce qu'on ne peut pas avoir que des personnes qui vont être timides et qui ne vont pas avoir trop envie de décrocher le téléphone. Donc c'est là où il y a vraiment quelque chose à faire au niveau des plus jeunes pour créer des vocations et montrer ce que c'est le vrai métier. C'est ce qui nous a poussé à créer Génération Comptable, d'où le fait de génération, et d'interviewer des experts comptables qui ont eu un parcours assez inspirant pour le présenter à des plus jeunes qui pourraient se lancer, ou bien à des confrères consoeurs qui pourraient aussi s'en inspirer avec des bonnes pratiques, parce que souvent on va aller chercher aussi des bonnes pratiques à aller partager dans les épisodes. Alors au début c'était Jason qui était hôte du podcast. Très rapidement il m'a redonné la main parce que comme je te disais c'est pas trop son truc. Et moi non plus en fait j'ai trouvé que Judy de notre équipe était vraiment la personne parfaite pour porter ce projet. Donc très rapidement, on lui a fait confiance là-dessus et maintenant c'est elle qui est l'hôte du podcast, c'est vraiment son podcast à elle. Elle gère les invités, elle gère les enregistrements, elle en a fait encore un ce matin justement avec Validex dont je te parlais sur la semaine de 4 jours. Parce que elle est passionnée de tout ça et elle fait un super boulot. Donc c'est vrai que je suis ravie de voir que Génération Comptable se développe bien et inspire des personnes à venir dans cette profession. Ouais, génial. Donc vous êtes engagés sur tous les fronts. On essaye. Est-ce que tu dirais que c'est ta détermination et ta patience aussi qui ont joué, qui ont permis de construire le business que vous avez aujourd'hui? Enfin, sur quelles qualités personnelles tu as construit ce business et bon, j'imagine qu'elles peuvent aussi se coordonner avec celles de Jason. Dis-moi les tiennes. Oui, c'est marrant quand tu parles de patience. Je pense que les gens qui me connaissent te diront que je suis pas du tout patiente. Mais c'est vrai que c'est long de créer une entreprise. Quand on se lance, on se dit ça va être facile, on va faire ça, faire un site, c'est simple. Tout le monde croit que faire un site d'emploi, c'est simple. En fait, c'est très difficile. Il y a beaucoup, beaucoup de travail, c'est une marketplace. Enfin bon, je pense qu'il faut beaucoup de résilience. Je sais pas si la patience, c'est mon fort, mais en tout cas, j'apprends à être patiente petit à petit et à voir que les choses prennent du temps. Mais c'est avec la résilience qu'on y arrive. Donc j'essaie de travailler aussi sur ma discipline et je pense que ce qui m'a le plus aidée, c'est ma passion. Je pense que quand on se lance dans l'entrepreneuriat, il faut vraiment être passionné par le sujet qu'on aborde. Il faut être bien entouré aussi. On revient sur l'humain, mais moi, j'ai été tellement, tellement portée, tellement bien entourée. J'ai mes amis qui m'ont toujours soutenue, ma famille, l'écosystème aussi. À Nantes, on a quand même la chance d'être tellement bien entouré
par cet écosystème qui est bienveillant. Quand j'ai rencontré Antoine, il m'a fait rencontrer d'autres entrepreneurs. J'ai rencontré je sais pas, une trentaine de dirigeants à Nantes avant de me lancer pour m'aider à prendre le bon chemin. Et ça, c'est grâce au réseau. Donc je pense que c'est la passion. Accepter aussi, je me rends compte que c'est quelque chose qui est pas si commun dans notre société, d'accepter de se faire aider, d'être aidé de quelqu'un. Je me rends compte que maintenant, et en fait, je pense que c'est vraiment la clé pour avancer, c'est de savoir qu'on n'est pas seul et qu'on ne doit pas avancer seul. Et qu'on peut être soutenu et conseillé et guidé et éclairé par les autres, ouais. Mais il faut aussi beaucoup Oui. d'humilité pour ça. Oui, sans doute. Alors je me demandais, bon, on a compris que tu menais, ta barque, alors peut-être avec impétuosité, mais je pense qu'il y a quand même une forme de patience dans le fond. Sans doute. Tu as compris que ça se déroule sur le temps long. Est-ce que tu as des doutes? Est-ce que tu doutes? Est-ce que tu as connu des revers, je sais pas, humains, financiers? Est-ce que tu as des regrets? Est-ce que, je pense que tu files, hein, tu vas très vite. Est-ce que tu manques de temps ou tu as le sentiment de manquer de temps? Est-ce que tu as une vie à côté de la Maconta? Enfin voilà, ça fait encore beaucoup de questions en une question, mais tu as compris? Alors je vais pas dire que j'ai pas assez de temps parce qu'on a tous le même temps, on aimerait tous en avoir, plus. Mais c'est ce que je dis toujours quand même, on a tous le même temps et on choisit comment on veut, l'utiliser. Moi, j'ai choisi de mettre beaucoup de temps dans l'entrepreneuriat parce que c'est quelque chose qui me nourrit énormément. J'ai choisi de mettre du temps dans l'associatif également parce que ça me nourrit, parce que je pense que ça nourrit les autres et que c'est un engagement important. Et j'ai quand même le temps de voir mes amis, ma famille. Enfin, j'ai vraiment l'impression de trouver le temps pour tout, peut-être pas assez de sommeil. Ça, c'est Ouais. quelque chose que je travaille cette année. Dormir plus parce que quand on va chercher le temps un peu partout, parfois ça rogne un peu sur le sommeil aussi. Donc, c'est pas forcément un conseil que je donnerais de faire. Donc, je travaille là-dessus. Et les doutes? Et des doutes, j'en ai plein. J'en ai plein évidemment depuis le début. Dès le départ, de se lancer, faire un prêt à la banque pour, investir dans un projet, on ne sait pas s'il va marcher. On a quand même créé quelque chose de nouveau quand on est arrivé il y a 5 ans, dans la profession, personne ne parlait de marque employeur. Le recrutement était très important, mais en même temps un sujet très secondaire. Donc c'est vrai qu'il y a eu énormément de doutes. Une fois que tu trouves un client, bah, comment tu fais pour, le satisfaire? Être sûr qu'il est content, puisque c'est aussi pour ça qu'on travaille, c'est pour que nos clients, ils soient contents avec nous, qu'ils rejoignent l'aventure. Donc oui, c'est beaucoup de doutes. On a fait par exemple, on a eu des difficultés en recrutement parfois, on a dû se séparer de personnes. Ça, c'est des choses quand on se lance dans l'entrepreneuriat et qu'on recrute des personnes, on le fait pas pour, s'en séparer ensuite. Donc c'est vrai que ça a été des moments, très, très difficiles. Mais bon, ça fait partie du voyage et je pense il faut l'accepter. Mais oui, l'entrepreneuriat, je pense que enfin, celui qui dira qu'il a aucun doute et qu'il est sûr de lui, de tout ce qu'il fait, je pense que, je suis pas sûre que ce soit quelqu'un de très honnête, c'est vraiment pas possible, à mon avis. À moins d'être surhumain peut-être. Mais oui, je pense qu'il y a beaucoup de doutes et c'est vraiment l'ascenseur émotionnel. Voilà. Parfois, ça va super bien, on est super content. Parfois, c'est un peu plus difficile et faut juste, se retrousser les manches et continuer à travailler et à Mmh. faire ce en quoi on croit aussi. Ouais, c'est ça. Oui, toujours écouter, ce en quoi on croit. Mais ça fait du bien d'entendre ça parce que au fil des épisodes, du podcast, moi j'entreprends depuis très longtemps, plus de 20 ans. J'avais l'impression d'être un peu seule et de vivre, mes ascenseurs émotionnels d'une manière seule. Alors je m'étais un peu identifiée à ça en me disant: «Bah, c'est toi qui es comme ça». Mais j'avais pas compris que que c'était un peu le lot de tout Oui. entrepreneur et au fur et à mesure des écoutes, des rencontres sur le podcast, je me rends compte qu'on est toutes et tous, hein, je j'ai pas encore, bien expérimenté sur le côté plus masculin, mais enfin on est toutes, confrontées, aux mêmes difficultés et à ces hauts et à ces bas et c'est effectivement très impermanent. L'entrepreneuriat est très impermanent dans ce qu'il nous propose au quotidien et on doit s'adapter finalement à chaque fois à ce qui vient. C'est ça, encore plus aujourd'hui, je pense, Oui. le contexte économique est quand même, pas brillant. Il y a eu Mmh. énormément de défaillances d'entreprises, sur l'année 2024. C'est sûr que le futur, on ne sait pas ce qu'il nous réserve. Mmh. Donc évidemment, je pense que pour tous les entrepreneurs, femmes comme hommes, c'est difficile. On n'a pas de boule de cristal et on avance comme on peut. Mais je pense que tant qu'on croit à ce qu'on fait et qu'on sait qu'on pourra rebondir, c'est ce qui compte. Ouais, tout à fait et justement, j'avais envie de te demander comment tu vois la suite? Comment je vois la suite? Déjà, je suis très heureuse aujourd'hui
avec notre équipe. Je pense qu'on a une super équipe, on a une belle, une belle promesse aussi et un beau produit pour nos clients. Donc j'ai envie de continuer à développer ça. On a tellement de projets, encore, peut-être trop. On a beaucoup de projets par rapport à notre produit, à son développement, de continuer à accompagner la profession sur toute la partie du capital employeur, attirer, recruter, fidéliser. Là, c'est vrai que je te disais que je voulais pas être un organisme de formation, mais j'ai quand même créé une formation pour mais voilà, que je propose en tout cas à nos clients pour les accompagner justement sur cette professionnalisation aussi des recrutements, parce qu'au-delà de recruter via la Maconta, après il y a l'intégration qui vient, il y a la fidélisation et c'est sur le long cours. Un recrutement sans intégration, c'est un recrutement raté parce que la personne, elle va probablement pas rester chez vous. Donc c'est surtout ces aspects-là aussi que j'ai envie de continuer à travailler, à sensibiliser. Et puis si on peut continuer à faire des tests chez la Maconta sur de nouveaux modes d'organisation, ça m'éclate bien aussi. Et pour terminer, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais ajouter ou un conseil que tu aimerais donner aux femmes qui veulent lancer un business ou qui le démarrent tout juste ou celles qui sont un peu plus avancées mais qui justement sont peut-être inquiètes par cet environnement qui est très déstabilisant? Je sais pas, j'aimerais bien qu'on me donne ce genre de conseils. Ce que je pourrais donner comme conseil, c'est je pense, bon, ouais, c'est un peu banal de dire de croire en soi et c'est pas toujours facile, surtout quand on est une femme, on se rend compte finalement que quand même quand on est une femme, on a parfois un peu moins confiance en soi. Mais de continuer, je pense qu'il faut continuer à faire ce qui nous semble juste. Mmh. Et moi, mon mot-clé de l'année, c'est l'intuition. Je crois qu'il faut aussi Mmh. croire un peu à son intuition, l'écouter et la suivre. Ouais, magnifique, ça c'est un superbe mot de fin puisque je suis, une inconditionnelle de l'intuition. Est-ce que oui, tu m'as déjà dit d'ailleurs qui tu aimerais entendre sur le podcast, donc je te remercie, tu m'as fait une Oui, recommandation. c'est vrai, Georgina qui est incroyable, et Tout à qui est fait. pétillante. J'ai déjà pris contact avec elle. Et est-ce que tu peux nous partager une ressource? Alors je sais pas, alors tu nous as déjà partagé 2 livres, mais peut-être films ou méditation ou quelque chose qui te nourrit et qui t'aide à garder le cap quand justement tu es un peu paumé? Alors effectivement, je t'ai partagé 2 livres qui me tiennent beaucoup à cœur. Il y en a un autre que j'ai énormément aimé, c'est Le pouvoir du moment présent. Ouais. Je pense que ça m'a beaucoup aidée aussi parce que quand on est dans le quotidien, on est parfois beaucoup pris dans le futur ou retenu par, le passé et comment être dans le moment présent et ça, c'est quelque chose que j'essaie de travailler au quotidien. Donc je pense que de lire ce livre-là, ça peut beaucoup aider et bien sûr faire des méditations, chaque midi. Là, d'ailleurs, je suis en train de penser que ça fait, 2-3 semaines que j'en ai pas fait. Bah, va falloir que je recommence ça parce que la méditation le midi, c'est la garantie d'une bonne après-midi. Mmh. Donc là 2025, c'est sommeil, attention au sommeil et méditation le midi. Oui, bon, c'est un peu mal parti, hein, mais il paraît que janvier, c'est pas le meilleur moment pour lancer des bonnes résolutions, donc je vais essayer sur février. Où est-ce qu'on peut vous retrouver chez Lama Conta? Il y a plusieurs sources, hein. Toi, on peut te retrouver, dans plusieurs, lieux ou plusieurs médias. Oui, alors, Lamaconta, c'est lamaconta.co, sur le site, il y a de quoi nous contacter si vous êtes un cabinet d'expertise comptable, des candidats et cetera et sinon pour me contacter moi plus précisément, vous pouvez me contacter sur LinkedIn. Je suis assez présente et j'essaye de répondre à tout le monde, pas toujours très rapidement, mais je réponds à tout le monde, Et on peut écouter les épisodes du podcast Génération Compta et on peut te bien sûr. retrouver à la Jeune Chambre, Économie Venez nous de voir à Nantes. la Jeune Chambre économique si vous avez entre 18 et 40 ans, vous allez vraiment bien vous éclater et surtout, beaucoup grandir. On vous attend évidemment. Et comme il y a une date, de fin, hein, moi, si j'avais connu, la JCE avant d'avoir dépassé les 40 ans, j'aurais trouvé ça génial. Donc il faut y aller. Il faut y aller, Il faut y aller. tôt. Oui, c'est ça, c'est vrai, c'est vrai que ça peut passer vite donc et l'objectif, parce que je sais que les personnes qui vont écouter vont se dire: «Mais pourquoi ça s'arrête à 40 ans?» Oui. C'est parce que au delà de 40 ans, on attend à ce que nos membres, ils aillent s'engager ailleurs. Ça aussi que je trouve formidable, qu'ils aillent s'engager soit dans leur entreprise, dans la vie associative, politique, peu importe, mais qu'ils aillent s'engager pour leur territoire. Mmh. OK, génial, ça je ne connaissais pas cette info. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose, Audrey? Bah, un grand merci de m'avoir sollicité. Je suis ravie de t'avoir rencontré et d'avoir échangé avec toi là aujourd'hui. Bon, ben moi je te remercie sincèrement pour ce moment que tu as consacré à Flamboyante et je te souhaite de très belles années de développement sur tous tes projets et d'expérimentation et d'intuition.
Merci à toi aussi. À bientôt. À bientôt. J'espère sincèrement que cet épisode vous aura inspiré et nourri. Si vous avez aimé cet épisode, je vous remercie de soutenir Flamboyante et Entrepreneur en vous abonnant, en allant déposer des étoiles et un commentaire sur Spotify, Podcastix ou Apple Podcast, en partageant l'épisode sur vos réseaux ou encore en invitant votre entourage à l'écouter. Si vous souhaitez me joindre, si vous voulez découvrir mon approche ou encore lire mes 3 livres publiés aux éditions Marie-Claire, retrouvez-moi à sabinerenard.com. Rendez-vous le mardi toutes les 2 semaines à 7h sur toutes les plateformes pour un nouvel épisode. À bientôt!